Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène sur le genre de chemin que j'apprécie de plus en plus emprunter, de ceux qui me mènent vers des noms que je connais sans connaître. Christophe Moret par exemple, Reims aujourd'hui au domaine des crayères. Avec ce podcast, vous savez, souvent les chefs mentionnent des camarades qu'ils ont croisés, celles et ceux qui les ont influencés, formés, et il y a comme ça des noms qui se sont imprimés, entendus, répétés, et que je veux désormais aller rencontrer. J'ai donc souvent entendu prononcer celui du chef Christophe Moret. Et pour cause, l'homme a, comme qui dirait, un petit background. Vous allez voir, le parcours du chef est impressionnant. Les responsabilités, les challenges qu'il a relevés, conséquents. Mais son histoire, son parcours, reste assez confidentiel. Alors voilà, moi désormais je saute dans le train, car je veux savoir qui sont ces chefs qui, plutôt en discrétion, ont poussé aussi leur discipline, nourri un feu ou fait briller des étoiles pour d'autres. Et Christophe Moret fait partie de ces grands cuisiniers. J'aime beaucoup ce genre de rencontre, car au-delà de l'amabilité et du plaisir qu'on prend à échanger avec ce chef, son parcours raconte une page de la gastronomie. Car sur sa route, vous allez entendre résonner d'autres noms. Et c'est ce que je vous disais ainsi en introduction, petit à petit, un puzzle ici se recompose. On relie les points de notre constellation, et par la voix de Christophe Moret, vous allez voir un peu de Jacques Maximin, de Bruno Cirino et bien sûr, surtout, d'Alain Ducasse. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je suis ravi de vous faire découvrir un chef entier. Je l'ai rejoint à Reims, où il livre désormais donc sa partition au cœur du sublime domaine des crayères, une cuisine qui lui ressemble, qui ne cherche pas à prendre ici ou là un autre aspect, une cuisine droite, centrée, comme lui, capable d'un dévouement total quand il s'engage, comme d'un volte-face instantané si une parole n'a pas été respectée. Ou à fond, ou absent. Je pense qu'il ne connaît pas le mot « semblant ». L'entretien a été réalisé à 3 jours de la cérémonie du Michelin, je le précise car c'est ainsi que va débuter notre conversation, avant évidemment que l'on ne remonte le fil et que vous ne découvriez l'histoire de Christophe Moret. Merci de m'accueillir ici. Je vais commencer par une question toute simple. À l'heure où on se parle, 9h34, on est le 28 mars. Comment ça va ? Très bien, très bien. Vous êtes dans quel mood en ce moment ? C'est une période un peu particulière pour les chefs. Alors on est tendu parce que voilà, on attend lundi, mais c'est aussi, comme je dis souvent, c'est un peu le sel de notre vie. En fait, la gastronomie, c'est un peu ça. On a accepté les règles du jeu, c'est comme un match. Voilà, on a fait l'entraînement, maintenant on fait le match, et puis on va voir le résultat. On espère qu'il soit positif pour nous, bien sûr, parce que c'est aussi un moyen d'emmener son équipe plus loin. C'est un moyen de fédérer nos équipes. Et quand je parle de mes équipes, je parle de l'équipe entière. Hein. Ça part du bagagiste à tout le monde, d'avoir la fierté du maillot, comme je dis souvent. Et puis c'est aussi notre Graal, quoi. Vous portez justement quel regard ? On va revenir sur votre parcours, on va remonter le fil forcément, mais puisqu'on se parle de cette actualité, ça oblige aussi à considérer ce qu'on fait au quotidien. C'est une forme de baromètre parfois aussi, puisqu'on se parle de ces étoiles-là. Vous la considérez comment, votre cuisine aujourd'hui ? Quel regard vous portez dessus ? Je pense que c'est une cuisine, alors c'est un mot un peu bateau, dévoyé, mais contemporaine. C'est-à-dire que moi je cherche à garder mes racines classiques de rôtisseur saucier, parce que c'est comme ça que j'ai été formé à travers Maximin, Cirino, Ducasse ou d'autres. Et en fait, pour moi, c'est une façon aussi de transmettre un certain patrimoine. Pour moi, c'est très très important que les jeunes sachent faire des jus, des sauces, des réductions, des marmites, enfin voilà. Mais ce sont des jus et des sauces qui ont évolué. Ce sont plus les jus et les sauces des années 80 où on collait avec du roux, des choses comme ça. Maintenant, on fait des jus qui sont un peu plus moins liés, moins épais, voilà. Mais c'est ce qu'on doit amener à nos cuisiniers à faire. En fait, moi, je suis un passeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une forme de lien, mais c'est pas facile de trouver l'équilibre entre justement la préservation d'un patrimoine, l'envie justement de le conserver parce qu'il est important et c'est une grande richesse, et aussi l'idée de rester dans son temps. En fait, notre ADN de cuisinier français doit nous servir et pas nous desservir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas penser qu'on est les meilleurs, parce qu'on n'est pas les meilleurs. Il y a toujours des cuisiniers doués partout. On a une histoire. Cette histoire, on se doit de la passer, mais on doit aussi la faire évoluer. Si cette histoire elle reste figée,
je pense qu'à un moment, elle va s'éteindre. On l'a vu avec les constructeurs motos européens. Ils se sont un peu endormis sur leur laurier et puis très très vite ils se sont fait dépasser. Maintenant ils reviennent. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ces cuisines françaises restent vivantes. Il faut rester alerte du coup. Mais comment on fait justement pour rester en prise avec l'air du temps? Comment vous, en tant que chef, vous trouvez l'inspiration et vous arrivez à vous connecter avec cette époque, avec le savoir que vous avez? Et vous avez parlé, on y reviendra justement sur votre parcours et sur cette expertise que vous avez construite au fil des années. Comment vous faites pour rester en prise justement avec votre temps? La curiosité est un vilain défaut qu'il faut entretenir. Et vous l'entretenez comment du coup? En voyageant, en voyageant, en lisant, en vous écoutant. Enfin, en fait, la cuisine, elle est liée à son temps. Elle doit pas être en dehors du temps, elle doit être liée à son temps. Il y a des choses que je m'interdis et puis d'autres que je m'autorise. Quel genre de choses on s'interdit quand on est tout ce qui est les produits agroalimentaires. Ah oui. Genre des adjuvants, des choses comme ça, je me l'interdis parce que c'est pas ce qu'on doit faire. Je fais pas trop de cuisine sous vide. Je fais beaucoup de cuisine en direct parce qu'en fait, je veux que les cuisiniers... la cuisine, c'est la maîtrise du feu. Donc, faut qu'ils maîtrisent le feu. Alors, on prend des risques, parce que voilà. Ouais. Mais c'est aussi comme ça que mes jeunes cuisiniers seront formés et que plus tard, ils auront cette expertise. Moi, je leur dis toujours, vous savez, vous allez acquérir un savoir-faire et ce savoir-faire, toute votre vie, vous allez pouvoir vous en nourrir. Je dis, c'est un métier manuel, il faut jamais l'oublier. Et pour ça, c'est important qu'ils apprennent à faire des cuissons en direct plus que des cuissons sous vide à 0,5 degrés. Pour moi, c'est vraiment important. Et puis, à côté de ça, la curiosité fait à travers vos voyages, quand vous allez... J'ai eu la chance d'aller quelques fois au Japon. Vous ramenez forcément des choses. J'ai une entrée ici qui est à base d'un flan japonais qui s'appelle shawanmushi, parce que le bouillon de la cuisine japonaise, c'est le bouillon de dashi. Comme nous, on a un bouillon de poule, ils ont ce grand bouillon et en fait, en mettant quelques œufs dedans, on arrive à faire un flan. Et c'est un flan merveilleux parce qu'en fait, très très fin, très 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 délicat, pas gras, vraiment très très agréable. Ça fait partie de mes influences aussi. Oui, mais ce flan, vous en parlez, c'est très marrant parce qu'on est ici dans une terre où le patrimoine a son importance. Or, ce flan, il est devenu assez emblématique pour vous. Oui. On en parle et on vous associe aussi à cette création-là, à ce plat-là. Donc, c'est quand même particulier d'être allé chercher cette influence et d'en faire aujourd'hui quelque chose qui vous caractérise d'une certaine manière. Bien sûr. D'autres choses. Oui, mais c'est vrai que ce plat, on vous y associe. Oui. En fait, c'était une des grandes leçons que j'ai appris avec Alain Ducasse, c'était d'être curieux et de garder cette curiosité. Et il nous disait toujours, les garçons, il faut rester curieux, c'est rester éveillé. Il y a forcément quelqu'un qui, quelque part, travaille plus que vous et qui va faire mieux. Je me rappelle d'une interview de LeBron James, qui est en déplacement à Paris, et qui a exigé un gymnase 4 heures par jour pour s'entraîner. Et le gars qui l'interviewe, lui dit, quand on s'appelle LeBron James, pourquoi on s'entraîne encore? Et le gars lui dit, mais parce que quelque part, au fond de l'Amérique, il y a quelqu'un qui veut me battre et qui va s'entraîner encore plus fort que moi. Ah oui. Et les Américains ont ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils sont tenaces, pugnaces. Et je trouve que nous aussi, en cuisine, on doit garder ça. Rien n'est jamais acquis. On doit travailler. On doit garder ses bases, il faut se souvenir d'où on vient pour pouvoir avancer, c'est primordial, mais il faut être à l'écoute de ce qui se passe autour. Parce que sinon, la cuisine va se figer et là, elle est morte. Si on remonte le fil justement, et le vôtre en l'occurrence, qu'on repart à l'origine de votre histoire, les souvenirs lointains, ils vous emmènent où ? Quels sont les premiers souvenirs que vous avez si on doit remonter le fil? On parle de souvenirs culinaires? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, les premiers souvenirs. L'environnement dans lequel vous avez grandi. J'en ai deux. J'ai la ferme de mes grands-parents du côté paternel à Saint-Menoix-sur-Loire, où on allait le week-end donner un coup de main parce que voilà, il fallait donner un coup de main à la ferme parce qu'ils étaient pas assez nombreux. Avec mon papa, donc à 12 ans, vous conduisez le tracteur, vous ramassez les patates, voilà, enfin plein de choses comme ça. En janvier, on tuait le cochon. On avait 2 cochons qu'on élevait, puis on tuait le cochon, puis on faisait tout ce qui allait autour. Donc ça, c'était très sympa. Quand t'es jeune, tu comprends pas bien, tu trouves ça un peu cruel et tout. C'est impressionnant. Mais c'est des bons souvenirs avec mes cousins, cousines, autour de la préparation de ce cochon, avec les frères de mon papa, enfin tout ça. Donc c'était super.
à cette ferme un mauvais vin qui s'appelle le Gris Meunier. Mais on était gamins, donc on allait dans le fouloir et on montait et on foulait au pied. Donc c'était pareil, des bons souvenirs. Un métier rude, mais des gens qui étaient attachés à leurs valeurs. On se parle d'une attache à la terre aussi, Oui. j'imagine, et une Oui. région, un territoire. On se parle beaucoup de nature en l'occurrence là. Val-de-Loire, hein, c'est une très très belle région. Samenois-sur-Loire, c'est donc sur les bords de la Loire. C'est un grand pays de maraîchage, d'asperges blanches. Mais c'est des métiers durs. Hein. Le maraîchage, c'est très 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 dur parce qu'il faut y passer des heures. Vous êtes soumis à toutes les conditions météo possibles. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais moi, j'en garde des bons souvenirs parce que j'avais un œil d'enfant. Ouais. Je le vivais pas au quotidien, c'était juste de temps en temps, voilà. Grande famille, du coup, vous parlez des cousins, tout Ouais, ça. on était à peu près une dizaine de cousins-cousines. Mon père était ils étaient 5 dans la fratrie. Donc on avait la chance de se retrouver dans cette ferme où ils sont tous nés. Enfin voilà, donc un vrai attachement, un crève-cœur quand elle a été vendue. Voilà, ça c'est encore autre chose. Le dimanche matin, avec mon papa, aller faire le bois l'hiver dans les forêts d'Orléans. Donc on faisait c'était en fait des parcelles qui étaient vendues par le ONF et on devait éclaircir les parcelles et on ramassait le bois pour nous. Enfin voilà. Donc les grillades sur la fourche, sur le tas de braise, les andouillettes, les choses comme ça. C'était super dur hein. Quand vous êtes gamin à 7 heures, faut y aller pour partir parce qu'il y avait 1 heure de route. Et on arrivait en forêt, mais c'était magique parce qu'il y avait un silence incroyable et puis des beaux souvenirs avec mon père d'échanges. Ça, vous le dites au moment où vous le vivez, vous percevez justement la richesse de ces moments-là, ou parce que ça doit être compliqué quand il faut se lever et qu'on est ado. Trop jeune. Machin, Trop jeune, ado. Avec le recul, on l'apprécie. Quand on y est, des fois, on trouvait que c'était un peu dur. Mais ça m'a forgé d'une certaine façon aussi à travailler. Qu'est-ce que vous apprenez de ces moments-là, de ce temps-là de votre vie? Ça a l'air chaleureux, aimant, mais ça plaisante pas non plus. Enfin, en tout cas... Oui, c'est ça. C'est exactement ça, mais en fait, c'est l'école de la vie. Hein. Mais sans méchanceté, vous voyez. J'avais beaucoup d'amour autour de moi, donc j'avais des parents aimants et tout. Mais ils étaient issus d'un milieu simple, ouvrier, et donc on n'avait rien sans rien. Mais je pense que c'est aussi les valeurs qui m'ont construite et qui m'ont permis aussi de m'accrocher, de travailler. Mais j'ai des bons souvenirs. Voilà, je garde que les bons souvenirs. Les mauvais souvenirs, en fait, c'était, oui, parce que t'es gamin, t'as 12 ans, on te fait lever à 7 heures du matin, bon, c'est un peu dur, que tes copains restent au lit. Bon, c'est pas grave, en fait, je voyais aussi mes parents travailler tous les jours. Je voyais mon père, chauffeur routier, qui se levait je voyais pas trop se lever à 4 heures du matin, mais je savais qu'il se levait à 4 heures du matin, qu'il rentrait, après il rattaquait autre chose. Il y avait le jardin à la maison, voilà. Des gens qui ont beaucoup travaillé. Donc, ils m'ont inculqué ça. La valeur du travail et le respect du travail. Je trouve qu'on a trop dévoyé depuis des années, quelques années, la valeur travail. Mais je trouve que la valeur travail est saine. Elle est épanouissante. Ça peut être très beau. Ouais. Voilà. Et puis du côté maternel, alors là, c'est différent. On est dans le Pas-de-Calais, on est à côté de Béthune, à Annequin exactement. Et ma grand-mère avait une sorte de coop dans les corons. Et donc je rendais la monnaie l'été, puisque mes parents travaillaient. L'été, j'étais en vacances chez eux et je participais à la vie de cette coop. Donc j'ai appris très très vite à rendre la monnaie, choses comme ça, à servir les clients. C'est un bazar, vous voyez, un bazar de village. Ouais. Et mon grand-père était chasseur. Donc on avait un petit étang pour la chasse au canard, et puis on chassait en plaine avec des pointers. C'était son chien de prédilection, donc des beaux souvenirs de chasse au pointer, magnifique à l'arrêt, c'est incroyable comme chat. Ouais, on sent que c'est des choses qui vous ont marqué, il y a des choses qui se sont imprimées là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à table? Comment ça mange chez vous, avec vos parents, avec votre famille élargie, quand il y a les cousins ou chez les grands-parents? Alors, on retrouve à table des plats assez simples, un peu roboratifs, parce que ce sont des paysans. Mais c'est beaucoup du lapin. Un lapin très simple, mais où j'en ai un parfait souvenir, lardons, champignons, vin blanc. Ça, c'était ma grand-mère à Saint-Benoît qui faisait ça. C'était réconfortant. Ouais, c'était remarquable ça, avec une simple purée de pommes de terre ou des pommes de terre. Et puis dans le Nord, on mange un peu plus de gibier. On fait des terrines, on fait des pâtés, du pigeon. Alors c'est un grand débat. Alors une fois, j'ai fait un pigeon à mon grand-père.
Je sortais de l'école hôtelière, peut-être un peu prétentieux. Je lui fais un pigeon. Il me dit, mais il n'est pas cuit ton pigeon. Et c'est vrai que eux, leurs pigeons, ils étaient secs, durs, archi cuits, mais c'était leur façon de le manger. Donc, on a échangé là-dessus. Et puis voilà. Mais il était très fier que je lui fasse à manger. Donc, c'était plutôt cool, plutôt sympa. Mais une autre approche, plus de gibier dans le Nord, et un peu plus de plats, on va dire, mitonnés, mijotés à Saint-Benoît. Voilà, puis il y avait l'époque du cochon aussi, hein. Donc quand il y avait le cochon, là, c'était autre chose, hein. Là, c'était toutes les petites parties où il reste un peu de viande sur le barbecue, voilà. Trop bien. Ouais, cool. C'est trop bien. À cette époque-là, on se demande souvent vers où on va aller, forcément, et parfois on nous le demande sans même qu'on le sache. Vous, quand vous étiez jeune, adolescent, vous vous projetiez comment Vous rêviez de faire quoi? Vous aviez envie de quoi? Je voulais travailler à ONF parce que en fait, j'aime beaucoup les forêts, j'aime beaucoup me promener dans les forêts. Et on m'a dit, bah non, t'as pas assez bien travaillé. Ah. Je dis bon, je faisais des extras. En fait, j'avais une petite moto à l'époque. C'était une Fantic Caballero, un peu capricieux, mais ça marchait bien. Et par contre, c'était gourmand en pièces. Donc, je faisais des extras pour me payer des pièces détachées. Ah ouais. On est sur une petite passion là. Ouais, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai un copain qui fait le lycée hôtelier à Blois, de mon village, qui fait le lycée hôtelier à Blois, une année avant moi. Et je lui dis, mais comment ça se passe? C'est bien, tout ça. Il me dit, ouais, c'est super. Lycée tout neuf, matériel impeccable, les profs d'un bon niveau. Je cuisinais déjà à l'âge de 8-10 ans, je cuisinais déjà. Je faisais Non, mais mes parents étaient un peu inconscients. Le mercredi après, mes parents travaillaient, donc je devais me faire ma nourriture moi-même quand je rentrais de l'école. Cuisinière à gaz, pas de problème. Et le mercredi après-midi, je faisais de la pâtisserie avec ma voisine. Donc des trucs simples, hein, mais on pâtissait, voilà. Donc j'ai toujours aimé manger en fait. C'est un peu une passion pour moi, manger. Et donc je parle avec mon copain, il me parle de ce lycée hôtelier, et je dis à mes parents, j'aimerais bien le faire. Mais c'était à Blois. Ça faisait un peu d'investissement quand même pour eux, hein, parce que moi je fais un BEP, donc vous faites cuisine salle, première année. Donc 2 trousseaux achetés, le logement, le déplacement, ils roulaient pas sur l'or, donc ils font quand même des sacrifices pour que j'y aille. Et je passe mon BEP CAP à Blois, et c'est comme ça que je suis devenu cuisinier en fait. D'accord. Vous avez eu quand même... Enfin, les choses se sont dessinées assez vite. Ouais. Finalement, vous avez eu cette envie, cette petite expérience personnelle d'amateur, et vous vous êtes dit, ok, on y va. Ouais, j'aime beaucoup en fait l'équipe. Enfin moi j'ai fait que des sports co en fait, j'ai jamais fait de sport indiv. Ouais, c'est ce que j'ai dit, il y a le sens du collectif. Donc j'ai fait basket, rugby, des fois je mélangeais les deux, mais bon. Sympa pour les adversaires. mais en fait j'aime beaucoup en fait le travail d'équipe et j'aime bien l'humain en fait, j'aime bien la relation humaine. Donc la cuisine, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé cet esprit d'équipe, d'entraide, d'échange et de faire qu'un. Ça, c'est quelque chose que vous voyez dès que vous arrivez dans votre formation en lycée hôtelier. C'est quelque chose qui vous... Non, en lycée hôtelier, on le voit pas trop. Ouais. On le voit pas trop. Qu'est-ce qui vous parle à ce moment-là, vous? Qu'est-ce qui vous fait dire, ok, je me suis pas planté, je me sens bien à cet endroit? Parce qu'en fait, je réussissais pas mal. Vous voyez, j'avais quelques prédispositions à être cuisinier. J'avais pas peur de grand-chose, hein, j'étais un peu inconscient. Et puis j'essayais d'apprendre. J'essayais d'écouter. Et on avait des bons profs à l'époque, en tout cas dans ce lycée hôtelier. Et en fait, j'étais émerveillé. On avait un prof, je m'en rappelle, qui faisait du sucre tiré. Et quand vous avez... Alors j'avais quoi? Je suis sur l'école hôtelière. J'avais 15 ans. C'est de la magie. Et vous voyez le gars faire du sucre tiré. Là. En plus, il avait un nom, il s'appelait Monsieur Croissant. C'était notre prof de pâtisserie. Et le gars, il nous fait une nature morte, une truite couchée dans une assiette, tout en sucre. L'assiette, la truite, c'était brillant, et on se voit ça, on fait un jour peut-être. Ah ouais. Et donc en fait, ils nous ont donné comme ça l'envie de faire, de comprendre ce qu'on faisait. On avait à cette époque-là, même au lycée hôtelier, on avait la tinette. C'est la poubelle des déchets. On triait les déchets parce que les déchets, on les donnait à un paysan qui élevait des cochons, et après on récupérait du cochon. Enfin, plein de choses en fait
plein de petites choses qui m'ont fait me dire, ouais, ça m'intéresse, je vais continuer. Ça avait du sens. Ouais, la discipline aussi. Les hôteliers, c'était très discipline à l'époque. Hein. Vous rentriez pas si vous n'avez pas le costume, la cravate. C'était rigoureux, cadré. Et je pense que j'avais besoin d'un cadre. Ouais. Et ça, c'était bien. Comment ça va se dessiner? Ensuite, c'est quoi les premières expériences en général? Quand on poursuit, il y a ces fameux premiers stages. Parce que l'apprentissage, c'est une chose. Il y a les profs, mais il y a aussi les premières expériences dans le milieu professionnel. Ah oui, là, j'arrive dans un tout petit restaurant avec un patron qui était en cuisine du soir au matin et qui était un acharné du travail, mais avec des techniques de travail un peu pas dépassées, quoi. Mais c'était comme ça, avec le plat du jour, avec les habitués, avec tout ça. Donc en fait, c'était pas très long nos stages à nous, c'était 1 mois et demi en BEP. Donc je fais ce stage pendant 1 mois et demi, et puis je me débrouille pas mal. Donc je me retrouve un peu à la plaque, comme on disait nous. Donc et il me forme, il m'apprend et je me pique au jeu. Et en fait, ce patron, sans le savoir, m'a donné la chance, mais surtout l'envie de continuer. Mais en quoi? Parce qu'en fait, quand vous arrivez, c'est toujours pareil, vous arrivez dans une cuisine, généralement vous êtes au garde-manger, entrée froide. À cette époque-là, vous faisiez garde-manger, pâtisserie. Hein. Et c'était pas encore si segmenté. Je commence au garde-manger et puis en fait, il voit que je me débrouille pas mal, donc il m'apprend à faire 2-3 choses et puis après il me dit bon, viens avec moi au show et puis il me transmet. Et puis on prend confiance un petit peu, sans être prétentieux. Enfin voilà, on prend confiance. Et puis on fait des belles pommes fondantes. On se dit c'est beau quand même, c'est pas mal, c'est bon. Enfin voilà. Et donc au bout d'1 mois et demi, je sors, j'étais encore un peu plus confiant. Ouais. Je passe mes examens, j'ai mes diplômes, et puis là, en fait, mon papa, dans son village, il y avait quelqu'un qui avait un restaurant à Corps-la-Salette, à côté de Grenoble. Et en fait, il l'appelle, et je fais ma première saison chez eux. Et là, j'arrive à Corps-la-Salette, route Napoléon, à côté de Gap, là-bas. Hein. Ouais. Donc, très beau, ceci dit. Ouais, avec ta valise, avec ta valise comme ça, j'avais 17 ans. Et là, pareil, j'arrive au garde-manger, tac, le gars de la plaque se brûle. Enfin, non, il se coupe. Et là, le patron, il y avait personne, quoi. Je dis, si vous voulez, je peux essayer. Et puis, voilà, je fais ma première saison. J'économise 18 500 francs. C'est le prix de ma moto. Pas mal. Ouais, et c'était très dur. C'était 14-15 heures par jour. Vous étiez en repos, vous logez dans l'hôtel et le matin, on venait taper à votre porte. Bon, le gars, il est pas venu, il faut que tu viennes. Bon. Mais je savais que c'était ma mission. Voilà, j'avais une mission. Déjà, par rapport à mon papa, c'est lui qui m'avait trouvé cette place. Il fallait lui faire honneur. Comme je passe à la plaque, je monte d'un grade de commis, je passe demi-chef de partie, j'ai un meilleur salaire, il y a une bonne ambiance, on est tous dans l'entraide. C'est un restaurant, il avait 3 fourchettes. Le patron était un ancien cuisinier du paquebot France. D'accord. Donc c'était assez drôle. Ouais. Assez drôle, mais à l'époque, je savais pas tout ça. Et je remplis ma mission. J'achète ma moto, ma première grosse moto. Donc on voit le résultat de son travail. Vous voyez, c'est ça aussi. Assez rapidement. Donc il me reprend pour la saison d'après. L'hiver, je fais une petite saison à Courchevel. Ça se passe moyennement. On n'était pas d'accord. Le propriétaire nous embauche pour faire du gastronomique et derrière, il dévie sur une brasserie. Oui. Donc, quand vous êtes jeune cuisinier, c'est pas possible. Ah oui. Ouais. Dans mon esprit. Mon esprit, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai l'impression que justement, quand on est jeune cuisinier, on dit d'accord, et on fait avec. Non. Ah ouais. Pardonnez-moi, hein, chef. Ouais. Mais je pense que tout le monde, il y aurait beaucoup de gens qui auraient baissé la tête et qui auraient dit puisqu'on va faire de la brasserie, on fait de la brasserie. Vous, non. Non, c'est pas ce que je voulais. En fait, je m'étais rendu compte assez rapidement, parce qu'après, je fais Gien, le Rivage, une étoile Michelin, et je me rends compte qu'en fait, la gastronomie, c'est quand même ce qui me plaît le plus. Ça, vous le découvrez où? Au Rivage à Gien, chez Monsieur Gaillard. Et donc, je me dis que la gastronomie, quand même, c'est soigné. On a le temps de faire bien. On a des beaux produits.
Enfin, Gaillard, il faisait 2 fois par semaine Rungis, il revenait avec un Villeneuve rempli, des caissons d'anguilles, on apprend à dépioter les anguilles, les lièvres, voilà. Enfin, et je me dis, waouh, super. Et j'apprends. En fait, moi, toute ma vie, c'est ce que j'ai voulu et ce que j'essaye encore, c'est d'apprendre. Voilà. Et pour moi, c'est important c'est ce que je dis souvent à mes cuisiniers, je dis, en fait, tant que vous apprenez, restez. Le jour où vous avez le sentiment que vous apprenez plus, ok. On s'en parle et vous allez autre part, j'ai pas de problème là-dessus. Mais J'ai déjà entendu ça. il faut apprendre. En fait, il faut se nourrir, il faut apprendre. Donc, je fais ça. Et puis, une année où là, j'étais peut-être un peu plus chaud que d'habitude. Je fais 5 maisons dans l'année. Mais j'étais célibataire, j'avais ma moto, je faisais comme je voulais, en fait. Donc, j'arrive dans un premier restaurant, pareil. Et vous avez quel âge à ce moment-là? 22, 23. 5 maisons dans l'année? Ouais. Mais moi, j'attends de vous que vous me disiez qu'il faut prendre son temps, qu'il faut travailler, être dans les pas d'un chef. Et là, vous me dites que vous passez 2 mois dans chaque cuisine. Ben là, en fait, c'est quoi l'idée? Ben non, en fait, ce qui se passe, c'est que le contrat était pas respecté. je suis un peu dur pour ça. En fait, j'arrive, on me vend quelque chose, je le fais. La première maison, le chef se fait virer, donc on se retrouve comme ça. Et puis là, pas de chef. Voir, j'en fais une autre, presque un peu pareil. Après, j'arrive en Alsace, château de d'Isambourg, à Rouffard. Là, en cuisine, l'ambiance était particulière, donc je dis bon, c'est pas la peine. Et puis après, j'arrive à Châteauneuf-sur-Loire. Et à Châteauneuf-sur-Loire, là, j'ai un patron qui m'embauche et qui vend le restaurant avec sa brigade. Et je tombe sur des nouveaux patrons extraordinaires. En fait, lui était né en parfum. Et son rêve, il était un peu âgé, le monsieur, il avait 80 ans. Et son rêve, c'était d'avoir un tel restaurant. Donc, il rachète la capitainerie à Châteauneuf-sur-Loire. Et puis, il met donc sa femme aussi dans cette histoire. Et puis, l'homme me plaît, on échange bien, mais j'étais très jeune à l'époque. Je me pique un peu au jeu. Et puis, malheureusement, ce monsieur que j'ai beaucoup apprécié et que je côtoie encore ses enfants, décède. Son épouse me dit, écoutez Christophe, je vais être obligé de vendre le restaurant, c'était le projet de mon mari mais pas le mien. Donc qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, écoutez, moi j'ai un rêve, c'est de travailler pour Alain Ducasse. Et donc cette dame, par ses connexions, me fait écrire à Alain Ducasse. Donc j'envoie mon CV, elle écrit à Alain Ducasse et elle me recommande auprès d'Alain Ducasse. Et Alain Ducasse, très très intelligent, me dit, écoutez, j'ai pas de place aux 3 étoiles. On se parle de Monaco? Ouais, Paul le 15 à l'époque. Donc là, on est les 1987. Mais par contre, j'ai 2 choses à vous proposer. Soit le grill, ou soit vous faites l'ouverture du Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz. Comme j'aime bouger, je dis, écoutez, je fais l'ouverture du Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz avec un chef qui s'appelle Bruno Cirino.